m'appelle Jean-David Morvan, je suis scénariste de bande dessinée depuis 30 ans, parce que mon premier album est sorti en 93, hein, ça me paraît bizarre. Et ici, on est chez Madeleine Riffaut, parce que je fais une bande dessinée avec cette ancienne résistante, mais la série s'appelle Madeleine Résistante, parce qu'elle est toujours résistante, en fait. C'est plus un trait de caractère qu'une fonction pendant la guerre. Voilà, je travaille sur cette série avec elle depuis 2017. Le premier album est sorti en 2021 et elle est juste en dessous de nous, là. On est dans un de ses appartements et c'est vraiment quelque chose qui m'occupe beaucoup de travailler avec Madeleine, au-delà même du travail sur la bande dessinée, s'occuper d'elle. On est devenu presque une famille, donc c'est mon deuxième métier, c'est Madeleine Riffaut, on va dire. Quand on regarde votre parcours, la première chose qui nous frappe, c'est vraiment la quantité, la diversité de tous les ouvrages que vous avez publiés. On passe de la science-fiction à la BD d'aventure, heroic fantasy. Est-ce que vous avez un genre de prédilection ? Non, j'en ai pas. J'ai fait ce métier parce que j'aimais et la bande dessinée et le fait de ne pas faire deux fois la même chose dans la semaine. Donc en fait, pendant très longtemps, j'ai écrivé plusieurs séries de front. Et ça me permettait de changer chaque jour d'ambiance. Je pouvais faire une BD très triste le lundi et passer sur quelque chose de drôle le mardi, et faire de la SF un peu sociétale, on va dire, le mercredi. Donc c'était vraiment ça qui me plaisait dans ce métier. C'est aussi pour ça que je suis pas devenu dessinateur, outre le fait que j'étais peut-être pas assez bon dessinateur. Mais j'ai pas continué dans la voie du dessin parce que je me suis rendu compte que pour faire un album, ça allait me prendre 1 an à chaque fois, au minimum. Et qu'en tant que scénariste, je pouvais passer d'un univers à l'autre à toute vitesse. Donc ça, c'était vraiment... c'est constitutif de mon choix de faire du scénario. Ouais. Passer d'un univers à l'autre comme ça, sur la même semaine, c'est pas compliqué ? Pour moi, non, je crois que je suis fait comme ça. Donc c'est naturel, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Je ne sais pas si je suis fait pour ça et c'est pour ça que j'ai fait ce métier, ou si c'est en faisant de faire ce métier que mon cerveau il s'est formaté comme ça. C'est difficile à dire dans quel sens ça s'est fait, mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est pas vraiment un problème. Alors, si je ne me trompe pas, vous avez publié plus de 300 œuvres, mais il y a un genre en particulier qui semble quand même un peu se démarquer dans tout votre travail, c'est celui de la guerre et du récit historique. Qu'est-ce qui vous attire dans ces genres ? En fait, ce qui est intéressant, c'est que même quand j'ai été réputé pour être un scénariste de science-fiction, mes BD parlaient de la guerre donc, et de tous ces univers-là, de la démocratie. J'ai rarement fait une bande dessinée qui parlait pas de résistance d'une certaine manière. Tous mes héros étaient des résistants, mais je les transposais dans d'autres univers. Mais j'ai toujours utilisé et l'actualité, dans Sillage beaucoup, et l'histoire pour créer des scénarios. Donc finalement, ce qui a changé aujourd'hui avec Madeleine, avec Adieu Birkenau, avec La ferme de l'enfant loup ou des autres livres que je fais sur ce sujet-là, c'est que j'ai juste rapproché mes personnages de leur réalité historique. C'est venu beaucoup aussi du fait que je me suis rendu compte un jour que cette Madeleine Riffaut-là, que j'avais eu la chance de rencontrer, j'avais un peu forcé le destin, on en parlera peut-être, mais était aussi le même personnage que Névis, mon héroïne de Sillage, qui est une grande série de science-fiction que j'ai commencé en 98 avec Philippe Buchet, et qui en fait... je me suis rendu compte qu'elle existait vraiment, cette Névis-là, et c'était Madeleine Riffaut, c'est le même caractère, le même parcours, et ça, c'était complètement fou. Donc voilà, j'ai rencontré mon héroïne, ce qui est assez rare dans la vie, je pense. Ce qui doit être quand même vraiment très, très chouette, quoi. Ben, c'est génial, mais surtout au début, je ne me rendais pas compte. C'est-à-dire, quand j'ai contacté Madeleine, je ne savais pas pourquoi je la contactais, parce que je l'avais vue dans un documentaire qui s'appelle Résistante, dans lequel il y a trois résistantes, Marie-Jo Chambard-Delauve, Cécile Roltangui et Madeleine. Et j'ai vraiment ressenti le besoin de la contacter, mais je savais pas exactement pourquoi, parce que des documentaires, j'en ai vu plein, et j'ai des milliers, et j'ai jamais contacté les gens. Mais là, il y avait une sorte d'urgence à la contacter, aussi parce qu'elle était encore vivante, c'était quand même assez important. Et c'est au fur et à mesure que je me suis rendu compte que c'était Névis, quoi. Mais sur l'instant, c'était presque instinctif, c'est quelque chose, c'est mon inconscient qui a parlé, sans doute. Donc, on est, comme vous le disiez, on est ici chez Madeleine Riffaut. Le tome 2 de Madeleine Résistante est sorti il y a quelques mois. Et À peine. à peine, Même hein, pas ouais. un mois. Un mois, Il non, vient bah oui, d'arriver, ouais, ouais. c'est vrai, on est encore en octobre. Mais pour revenir au tout début, comment ça s'est passé, les débuts du premier et ce deuxième volet ? Je peux raconter comment j'ai rencontré Madeleine, parce qu'on l'a un petit peu évoqué. En fait, je l'ai donc vue à la télé. J'avais besoin de son numéro de téléphone, donc j'ai appelé un copain qui s'appelle Renaud Saint-Cric, qui est
qui est journaliste en fait, que j'avais rencontré quand je travaillais sur Spirou. On était allé au Japon ensemble quand j'avais fait le Spirou à Tokyo. Donc on avait fait un voyage de presse, il était avec nous, on avait bien rigolé. Et là je me suis dit, je vais lui demander si en tant que journaliste, il peut pas me trouver le numéro de Madeleine Riffaut. Donc il me le trouve au bout de 15 jours. J'appelle chez Madeleine, je prends un peu mon courage à deux mains. Je suis pas un grand fan du téléphone en plus. Et donc j'appelle Madeleine, et elle me dit qui êtes-vous? Je dis, je suis Jean-David Morvan, je fais de la bande dessinée. Ah, de la bande dessinée, n'importe quoi, on m'aura mise à toutes les sauces. Alors voilà. Et d'abord, comment est-ce que vous avez eu mon numéro? J'ai demandé à un copain, il me l'a donné. Et vous êtes bien bête parce que je suis dans l'annuaire. Voilà. Alors maintenant, je suis occupé, rappelez-moi la semaine prochaine. Donc elle me raccroche au nez. Bon. Maintenant, je sais qu'avec Madeleine, c'est comme ça. C'est comme quand on arrive dans un bar en Irlande, j'imagine. J'y suis jamais allé. Mais il faut déjà se battre avec les mecs avant d'être copains. C'est ça le début, en fait. Donc, si elle voit qu'on a le caractère, on y va. Donc, je l'ai rappelé 15 jours après, parce que, comme je dis toujours, une fessée par semaine me suffit. Donc, j'ai laissé passer un peu le temps. Et puis là, tout avait changé. Elle m'a dit, j'ai parlé avec mon pote Georges Amat, qui est un réalisateur qui a fait des films sur elle, un mec super. Et il m'a dit, Madeleine, vraiment, en vieillissant, tu deviens complètement conne. Je pensais pas que tu deviendrais conne comme ça. La bande dessinée, c'est vachement bien pour continuer la mission que t'as demandé de faire Raymond Aubrac, c'est-à-dire de transmettre la résistance pour qu'on n'oublie pas nos copains, la libération de Paris par les Français et tout. Donc, fais cette BD, rappelle le mec. Elle pouvait pas me rappeler parce qu'elle le disait pas à l'époque, mais elle était aveugle, donc elle pouvait pas noter. Elle est toujours d'ailleurs, mais elle peut pas noter les numéros de téléphone. Et donc, quand je l'ai rappelé, elle m'a dit, ça tombe bien, venez, voilà, je suis venu. Et puis après, on s'est plus quitté depuis 2017, ouais. Et c'est un travail que vous faites vraiment main dans la main. Exact, c'est hyper important. Là déjà, tout à l'heure, je vais descendre et puis on va travailler sur le tome 5 parce que le 4 est déjà quasi bouclé. Donc on doit travailler sur le 5 pour mettre bien en ordre sa mémoire. C'est pas compliqué, mais les scènes qu'on veut mettre en avant, etc. Donc on travaille vraiment ensemble tout le temps et puis elle aime ça et moi aussi. Donc voilà, c'est génial, ça va être une belle après-midi de travail. C'est génial. Puis il y a toujours des petits détails qui reviennent, des choses. Parce que je sais tout, en fait. Ça fait 6 ans que je travaille avec elle. Donc je sais à peu près toute sa vie. Mais quand même, elle a des détails qui reviennent de temps en temps, des choses qui sont importantes dans la BD aussi. Oui, il y a une des choses qui nous a beaucoup plu dans les tomes de Madeleine Résistante, c'est qu'on sent vraiment la personnalité de Madeleine émerger du texte. Et on sent que c'est un récit direct, une transmission. Voilà, vraiment, on a l'impression de la voir en face de nous, nous raconter l'histoire. Il y a des ellipses, des fois elle avance, elle recule. Du coup, vous, en tant que scénariste, quel rôle vous vous êtes donné dans l'écriture de ces BD? Le rôle de scénariste. C'est tout bêtement. C'est-à-dire que je n'ai pas vraiment besoin de remettre en forme ce qu'elle me dit parce que elle est hyper pertinente. Elle a été reporter de guerre pendant 50 piges. Elle sait écrire des histoires, elle a écrit des romans. Nous, on dit que notre BD est un succès et c'est bien, on est content et pourvu que ça dure et que ça continue. Mais elle a vendu son livre Les Linges de la Nuit en 74 à 1 million d'exemplaires. Donc elle était plus que les 700 000. Donc c'est vraiment... donc elle sait écrire des histoires, elle sait... Donc c'est parfait en fait quand elle raconte... c'est chez Erazade, comme dit Dominique Bertaille, le dessinateur, c'est vraiment sans fin, quoi. Elle sait raconter les histoires à mort. Moi, après, j'amène le côté BD. Je fais aussi la mise en scène pour Dominique. Je réfléchis aux scènes visuellement, comment je peux les optimiser. Après, Dominique, il vient remettre une couche dessus. Donc, c'est vraiment un travail tous les trois, finalement. Même si Dominique n'est pas avec nous, quand je lui envoie, moi, tout ce que j'écris tous les dialogues, toutes les cases, tout est préparé. Et après, lui, il peut adapter un peu, évidemment, mais on fait vraiment le boulot tous les trois. Ça, c'est les 3 couches qui sont vraiment importantes. Moi, j'ai aussi un regard extérieur sur la vie de Madeleine que je connais bien. Je lui dis ça, on pourrait peut-être... il faudrait parler de cette scène parce que comme ça expliquerait quelque chose. Ou on a parlé du viol, par exemple, dans le tome 1. Donc, il faut avoir une scène qui sont les répercussions du viol dans chaque album aussi pour que les gens ils puissent voir comment dans la vie tu as évolué avec ce viol. Parce que c'est important, en fait, de parler de ça. D'en parler naturellement comme elle en parle et d'une manière un peu... non pas détachée du tout, mais forte, parce qu'elle a 80 ans de réflexion sur ce que ça a été d'être violée. Donc c'est important aussi pour les gens, je pense, pour les femmes particulièrement, mais même pour les hommes, de comprendre à quel point c'est traumatisant et tout ça. Donc voilà, on a tiré des fils dès le tome 1 et puis on continue. Donc il faut que je sois vigilant à ce que chaque fil qu'on a commencé à tirer ait un petit nœud dans chacun des albums. Donc voilà, on fait attention à ça. Et sinon, pour ce qui est de reconnaître Madeleine, c'est mon travail principal. Quand je fais de la BD sur les gens, donc on va appeler ça un biomic, un comics biographique en fait. Mais j'essaye vraiment de pas raconter l'histoire neutre. Voilà, j'essaye de raconter la personne parce que chacun a un caractère différent. Quand je fais des trucs sur les photographes, j'essaye que les photographes
ce soit eux, même si c'est Capa qui est mort, si c'est Cartier-Bresson qui est mort, si c'est Steve McCurry qui est encore vivant, et si c'est Madeleine, si c'est Ginette, il faut que ce soit des gens différents, quoi. Donc ça m'intéresse vraiment. Et puis pour Madeleine, l'intuition que j'ai eue, qui était assez folle, c'est de dire je vais tutoyer le lecteur dans la BD, c'est-à-dire qu'on va... c'est un truc que j'avais lu en BD, j'en ai beaucoup lu des BD, mais j'avais jamais lu ça. Je vais m'adresser au lecteur comme si elle me parlait. Mais normalement, au bout de la 5e page, le lecteur, il oublie que c'est à moi qu'elle parle et il pense que c'est à lui. Donc c'est ça qui est génial et c'est une intuition qui est venue toute seule. C'est parce qu'elle me tutoie. Quand j'entends des enregistrements qu'on a fait au temps où elle me vous voyez, ça me fait bizarre. Mais donc il y a ce lien direct avec le lecteur et j'essaye de retrouver la musique de Madeleine, en fait, la manière dont elle parle, etc. Donc tout n'est pas des phrases de Madeleine. Mais même quand moi j'écris du Madeleine, il faut que ça ressonne comme du Madeleine, voilà. Et donc ça c'est ce que j'aime bien faire dans un bouquin qui était chez Delcourt sur un génial photographe qui s'appelle Stanley Green. La phrase culte qu'ils ont choisie pour mettre derrière l'album et que les journaux ont repris quand on a fait la promo, c'était une phrase de moi. Mais personne ne le sait parce que visiblement ça ressemblait à ce que Stanley Green aurait pu dire, mais j'ai lu nulle part qu'il l'avait dite, mais ça m'a semblé tellement évident à ce moment-là de l'histoire que j'ai écrit cette phrase dans son style, quoi, voilà, et en fait on a l'impression que ça passe, mais ça me fait toujours rigoler ce genre de truc, mais c'est que je réussis bien mon boulot, c'est-à-dire que je réussis à rentrer dans les personnages, c'est ce qui m'intéresse le plus. Ouais, à bien capter leur personnalité. Ouais. Exactement, mais c'est Ouais, pour ça dans Adieu Birkenau, si on en parle 2 secondes, il me semblait important. J'avais lu évidemment Retour à Birkenau qu'elle a fait avec Marion Ruggieri, et puis après je l'ai vu Ginette chez Ruquier à l'époque, et j'ai trouvé que c'était bizarre parce que je voyais bien le livre est super et formidable, mais dans le livre je trouvais qu'on voyait pas Ginette, c'est-à-dire qu'on voyait pas son caractère, qui elle est vraiment. Quelle est sa manière de penser, de vivre, de parler. Je trouvais qu'on avait un témoignage balèze d'elle, mais quand on la voyait, elle dégageait aussi autre chose en plus que ça. Et c'est pour ça que quand j'ai fait la BD, j'ai eu la chance de la rencontrer et de travailler avec elle. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est-à-dire, je veux à la fois raconter son histoire, mais aussi la raconter parce que c'est un personnage unique qui a survécu à la Shoah. Et donc il faut qu'on voit que c'est des individualités aussi, que c'est pas une histoire globale de tout le monde aussi. On raconte l'histoire des gens, quoi. Donc, et c'est ça qui est touchant finalement. Donc voilà, c'est vraiment le plus gros de mon travail, il est là, je pense. D'ailleurs, je trouve qu'une des différences qu'il y a entre justement le livre Retour à Birkenau et la BD, c'est qu'on sent peut-être plus l'humour. Alors, je ne sais pas si c'est le cas. Moi, pour l'instant, je n'ai pas encore vu d'interview de Ginette, mais ça vaut le coup. Je trouve que dans la BD, on sent qu'elle a vraiment un sens de l'humour. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui aime bien rire. Elle est extraordinaire. Voilà, les anecdotes qui sont dans la BD... elle nous a fait rire à Birkenau. Quand on était ensemble à Birkenau, elle nous a fait rigoler. Il faut quand même y aller, quoi. Et donc, en fait, elle sait très bien faire rire et puis faire redescendre et devenir tragique d'un coup. Donc, ça aussi, je l'ai cherché dans la BD, vraiment dans le scénario, pour avoir du rythme aussi. Ça, c'est aussi hyper important. Quand j'ai trop de scènes trop fortes, en fait, dans un album, on s'habitue à la puissance des scènes et finalement... ça devient un encéphalogramme plat, quoi, et c'est pas bon. Donc il faut toujours trouver comment donner du rythme. Ça, c'est mon boulot aussi. Voilà, ça, c'est mon boulot de scénariste aussi. Aucun lecteur ne lit à la même vitesse, mais moi, il faut que je force selon la vitesse du lecteur à ralentir, à accélérer, à rire au bon moment, chacun selon son rythme. Et ça, c'est un boulot compliqué. Avec le temps, j'y arrive pas trop mal, mais j'ai l'impression que tous ces bouquins que j'ai fait avant, puisqu'on en parlait, j'ai jamais vraiment compté combien c'était. Ça doit être entre 250 et 300, mais je pense que j'ai l'impression aujourd'hui que tous ces bouquins-là, ils m'ont servi à apprendre à faire les livres que je fais aujourd'hui. Voilà. Que ça, c'était un grand entraînement, difficile, long, avec des erreurs et tout, mais qu'aujourd'hui, quand j'ai recueilli la parole de Madeleine, de Ginette, je peux leur offrir une sorte de capacité à faire leur autobiographie, d'une certaine manière, que je suis capable de le faire techniquement, et ça, c'est quand même important. Et alors, du coup, on parlait là de toutes ces BD faites jusque-là. Vous avez travaillé avec beaucoup de dessinateurs, pas forcément un dessinateur attitré. Comment ça se passe, les collaborations, de manière générale, du coup, à chaque fois avec un dessinateur différent ? C'est toujours différent, c'est ça qui est bien. C'est comme un couple, en fait. Ça se passe bien, pas bien. Ça peut se passer bien au début, moins bien sur la longueur. On ne sait pas. Voilà, c'est une habitude, une manière de travailler qu'on se crée soi-même, ce qui est
plutôt bien en BD, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles sur la bande dessinée, on ne nous a jamais dit c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Donc en fait, on peut adapter en permanence les choses. Souvent, moi j'écris dans un tableau, donc j'écris case par case tout ce qui se passe, tous les dialogues, tout ce qu'il y a. Après, les dialogues, moi j'ai toujours besoin d'y revenir. Mon premier jet de dialogue, j'en suis jamais content quand je le relis, donc je le relis finalement jusqu'au moment où le bouquin part à l'impression. Donc je peux changer 50 fois les dialogues pour les rendre plus naturels, plus vivants. J'aime pas ce qu'on appelle les dialogues ciselés, par exemple. J'aime bien que ce soit naturel. Voilà, j'aime pas faire du Audiard. Je trouve que c'est artificiel. Lui, il le faisait bien, mais pourquoi faire comme lui? Et donc, j'essaye que ce soit le plus naturel possible et qu'on lise un truc et que les idées, c'est ce qui m'importe, c'est que les idées s'enchaînent facilement et qu'on n'ait pas de rupture et qu'on avance dans le livre. Et donc, je travaille vraiment les dialogues là-dessus, sur le naturel, sur le côté parlé de la chose, finalement. Et donc, avec les dessinateurs, le plus souvent, on se choisit, c'est-à-dire, on se dit on pourrait faire ça ensemble. Moi, j'écris rien, en fait, avant de commencer à écrire mon scénario, donc j'ai jamais de notes ni rien. J'ai en tête tous mes scénarios, tous mes trucs que j'ai envie de faire, et quand je rencontre un dessinateur, je me dis tiens, ça collerait bien pour tel projet, et à partir de là, je commence à le développer pour lui, d'une certaine manière. Alors, il y en a que j'ai commencé et puis qui finalement sont passés à d'autres, mais en général, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, je crée vraiment les scénarios pour les gens, parce qu'il y a des points forts et des points faibles chez tout le monde, chez moi aussi, et chez les dessinateurs aussi, et donc j'essaye d'adapter toujours le scénario à la personne que j'ai pour pouvoir... que l'émotion, on va dire, puisque c'est ça qui m'intéresse maintenant, passe entre Madeleine, donc Dominique Bertheil, et puis Adieu Birkenau, Effa, Cesque, les dessinateurs. C'est pas le même genre de dessin, donc c'est pas le même genre de narration. Et je sais les points forts de l'un et les points forts de l'autre, et les points faibles, mais du coup, j'essaye que le résultat soit quand même le même à la lecture. C'est-à-dire que c'est moi qui compense. Des fois, si je vois qu'à un endroit, il faut rajouter un texte pour qu'on comprenne bien une émotion ou quelque chose, je le fais. Et si par contre, le texte, il est pas utile parce que le dessin suffit à lui-même, hop, je l'enlève. Donc c'est un travail d'adaptation permanente, comme je disais, jusqu'au moment où on envoie le bouquin en impression. C'est pour ça que je veux pas aujourd'hui qu'on dessine les bulles directement sur les planches. Ça me permet d'en enlever, d'en rajouter. C'est une sorte de puzzle permanent. Pour qu'on arrive à un moment, moi en tant que lecteur, comme je suis lecteur de BD, j'en lis beaucoup, pour que je me dise là c'est bon, si moi je lis ça, je vais être touché à ce moment-là, ça va marcher, ça va fonctionner. Et ça je suis obligé de m'éloigner à ce moment-là comment je vais expliquer ça. Je suis Madeleine Riffaut quand j'écris Madeleine Riffaut, mais je dois aussi me positionner en tant que lecteur. C'est-à-dire me sortir de Madeleine Riffaut et me dire si je suis un lecteur, qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce que je ressens, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, est-ce que là, il ne faut pas 2 pages au lieu d'une, ou voilà. Donc j'essaye aussi de réfléchir comme ça, donc c'est un travail un peu schizophrénique, mais qui est vachement intéressant. Et ça, la manière dont j'écris avec les dessinateurs influe, même si j'ai quasiment toujours la même structure pour écrire. Ce que je mets à l'intérieur est différent selon les gens. Donc oui, à un moment, quand je connais bien les dessinateurs, je sais ce qu'il faut que je leur explique. Certains ont plus besoin de comprendre les motivations des personnages. D'autres, j'ai juste besoin de leur dire quelle tête ils font. Ça dépend, en fait. Donc voilà, ça, avec l'habitude, c'est comme ça. Et puis après, moi, mon plaisir dans la vie, ça a été d'aller chercher des dessinateurs dans le monde entier, parce que ça me faisait voyager en Corée, au Japon, en Amérique du Sud. Ça, c'était absolument génial. Maintenant, je voyage plus trop parce que je m'occupe de Madeleine, mais c'est bien, c'est des phases dans la vie, c'est chouette. Et du coup, sur Madeleine, précisément, le travail avec Dominique Bertheil, ça s'est passé... Voilà, comment ça se passe? Bah bien. Bon, bah super. Voilà, il est en train de storyboarder le tome 3 là, à toute vitesse, parce qu'il doit sortir le 23 août 2024, qui est une date importante, parce que le 23 août 2024, 2 jours plus tard, c'est les 80 ans de la libération de Paris. Et puis le 23 août, donc 2 jours avant, c'est le jour où Madeleine a pris un train au but de Chaumont, où elle a fait 80 prisonniers. Elle a été faite lieutenant sous le feu. Et donc, elle s'est rendue compte ce jour-là qu'elle avait 20 ans. Et comme c'est les 80 ans de la libération, je vous laisse deviner quelle date c'est exactement pour elle. Il se trouve que ce qui est complètement formidable, c'est que quand on sort un album, on a, selon les jours de sortie, puisque Dupuis, ça sort le vendredi, on a une chance sur 7 pour que ça tombe le bon jour. Et en fait, le vendredi, des 100 ans de Madeleine, le jour des 100 ans de Madeleine, c'est le vendredi, donc c'est le jour de la sortie de l'album. Et donc on a à la fois la dernière case qui dit « Ah mais j'ai 20 ans aujourd'hui », l'album qui sort le jour où elle en a 100,
et 2 jours après la libération de Paris. Donc c'est complètement C'est incroyable. génial. Au Donc, niveau actu, c'est parfait, quoi. Oui, non, c'est bon, là, on peut pas rater ça. Mais pour Dominique, c'est un peu rude. Et Madeleine, elle m'a dit ah, tu m'as donné l'injonction de vivre jusqu'à 100 ans, tu m'emmerdes, mais je vais le faire. J'ai dit oui, je sais, Madeleine, je t'emmerde, je suis là pour ça. Mais voilà. Donc elle m'a dit je vais essayer d'être là. Voilà. Bon. On espère qu'elle sera là. Ben oui, merci, évidemment. Les récits autobiographiques autour de la Seconde Guerre mondiale sont quand même nombreux, mais du côté de la BD, c'est des ouvrages qui sont quand même un peu plus rares, je trouve. Est-ce que vous pensez justement pouvoir toucher un nouveau public avec ce format? On pense peut-être particulièrement aux jeunes qui vont aller naturellement plus vers la BD. C'est ce que Madeleine et Ginette disent, et c'est ce qu'elles n'avaient pas conceptualisé au début, parce qu'elles ont lu des BD quand elles étaient jeunes. Comme il y en a une qui a 98 ans et l'autre 99, ça fait longtemps qu'elles étaient jeunes. Donc en fait, pour elles, la BD, c'était pas du tout, ça n'avait rien à voir. Ginette, elle dit, oh mais la BD, c'est une histoire, c'est des histoires rigolotes. Vous allez pas raconter mon histoire d'une manière rigolote. Elle avait ça dans la tête. Et puis là, aujourd'hui, elle va dans les écoles et elle a dit à Victor Maté, mon co-scénariste, elle lui a dit ah mais en fait, maintenant, à chaque fois que je vais dans les écoles, les élèves, il y a plein d'élèves qui viennent me faire dédicacer la BD. Donc je sais pas si c'est moi qui suis une superstar ou si vous avez vraiment bien fait le boulot. Donc on lui dit bah c'est toi d'abord. Et puis après nous on n'a pas trop raté le truc. Mais donc elles se rendent compte toutes les deux, et Madeleine aussi, parce que il y a plein de retours positifs sur la BD, plein de choses magnifiques, même des gens, des familles qu'elle a connues, des gens dont on parle dans la BD qui ont retrouvé son contact, qui l'ont appelé. Donc on a retrouvé plein de gens. Donc c'est hyper positif. Elles se sont rendues compte à quel point on pouvait transmettre par la bande dessinée. Donc effectivement ça marche très bien. Après pas seulement les jeunes, mais aussi les jeunes, ouais, tout le monde, je pense, peut lire ces bandes dessinées-là, à condition d'oser le faire et pas de se dire c'est encore une BD de plus sur la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y en a beaucoup. Mais peut-être que la différence de ce qu'on fait avec Dominique ou avec mes camarades sur Birkenau, je sais pas, mais je dirais qu'on essaye de mettre du genre dans le récit historique, c'est-à-dire de pas faire ce que moi j'appelle des BD Wikipédia. J'en lis un peu trop ces derniers temps. Où on prend une photo d'un personnage et puis on écrit sa vie en dessous, et puis c'est pas très vivant, mais nous on essaye de faire vraiment de la BD de genre, c'est-à-dire qu'on amène le rythme, l'émotion, on a l'impression de lire un polar ou j'en sais rien, mais il faut qu'on soit pris dans l'histoire, quoi. C'est pas une lecture de l'extérieur, on essaye vraiment de faire rentrer le lecteur avec Madeleine. Ce qui est d'autant plus compliqué, c'est que a priori tous les gens qui lisent savent qu'elle est vivante aujourd'hui. Donc je sais que je peux pas jouer sur la corde sensible de dire est-ce qu'elle va mourir ou pas, ça marche pas comme suspense. Mais les gens, ils sont quand même totalement pris par l'histoire de Madeleine, ils ont peur pour elle, ils tremblent pour elle, ça marche. Et ça, c'est parce qu'on fait une narration qui va dans ce sens-là, en fait. Oui, c'est ce que j'allais dire, hein, ça marche vraiment bien. Et J'espère. en effet, même connaissant, parce que donc moi, avant le premier tome, je connaissais pas du tout l'histoire de Madeleine, donc je l'ai découverte grâce à la BD. Mais évidemment, après, je suis... Oui, on peut aller voir. je suis allée voir le documentaire sur les 7 vies de Madeleine Riffaut. Alors, pas celui-là, celui sur les 3 femmes résistantes. Celui-là, j'ai lu pas mal de choses, donc en gros, on connaît son histoire. Et là, je me suis rendu compte que ce deuxième tome, pareil. Moi, je suis à fond et je me dis, il faut que j'ai la suite bientôt. Alors qu'on sait un peu ce qui se passe déjà. Mais... Bon, après, c'est vrai que dans la BD, le luxe qu'on a, c'est parce qu'on fait beaucoup de pages, c'est de raconter des détails qu'ils ne peuvent pas mettre dans les documentaires. Donc là, on a vraiment le détail de comment elle écrivait sur son ticket de métro, les rendez-vous pour que les Allemands puissent pas les lire. Vraiment des choses qu'on a sans doute rarement lues ou vues sur la Résistance. Donc on est vraiment là dans le quotidien de la Résistance. Dans le tome 2, c'est ce qu'elle voulait. Ça a été un livre très dur à faire. On y a mis vraiment longtemps et puis elle me l'a fait refaire au moins 15 fois. Mais elle avait raison. Donc on a changé des trucs toujours au dernier moment et tout. Donc il y a vraiment cette volonté-là de toucher, d'aller plus loin dans le détail possible, qui n'ont jamais pu faire ni dans un livre, ni dans une BD, ni dans un documentaire. C'est pour ça que je pense qu'avec Dominique, on fait vraiment l'autobiographie de Madeleine Riffaut. C'est-à-dire qu'on est les outils de Madeleine qu'elle ne peut pas utiliser, mais nous, on se considère un peu plus que des outils, mais malgré tout, on est des outils pour transmettre ce qu'elle a à transmettre. C'est-à-dire tout est au service, tout ce qu'on fait est au service de Madeleine. Et c'est comme ça qu'on se sent bien dans le boulot, je pense. Et puis en même temps, moi je trouve que ça raconte aussi toute la résistance, parce qu'on voit tous les autres personnages qui sont autour d'elle. Enfin moi là, Picpus, je m'y attendais pas. Et, elle non plus, elle s'y attendait pas. Non, mais je veux dire, on est vraiment dedans. Et donc il y a quand même tout ça qu'on découvre et qui nous tient. Mais Picpus, c'est un personnage intéressant dans la BD. Je ne vais pas dire ce qui lui arrive, mais c'est vrai qu'on le voit sans le nommer dans le premier tome.
Après, on le revoit dans le deuxième où on apprend comment il s'appelle, on a toute son histoire. Donc évidemment, on ne s'attend pas à ce qui va arriver. Donc, mais on essaye de faire ça aussi sans comment je vais raconter ça, de raconter vraiment leur vie avec ces moments super durs. Moi, si je suis obligé de le dire, tant pis, mais quand j'ai écrit la dernière scène de Picpus, j'y arrivais pas, quoi. Je l'ai dit à Madeleine, j'ai mis 15 jours à l'écrire, c'est-à-dire que je me mettais devant, et puis je savais exactement ce qui se passait. Je connaissais tout par cœur depuis plusieurs années, mais je n'y arrivais pas, quoi, parce que j'avais pas envie qu'il meure. Bah oui. En fait, et c'est comme si moi, quand je l'avais écrit, il était vraiment mort, en fait, alors que il est déjà mort. Hein, c'est pas, il y a sa plaque et tout, on peut le voir. Mais moi, j'y arrivais pas, quoi. Vraiment, j'y arrivais pas. Donc, j'ai mis longtemps à l'écrire. Ça me faisait mal au cœur de tuer Picpus d'une certaine manière. Mais bon, c'est mon boulot et puis c'est la vérité. Donc, il est mort quand même. Et du coup, à contrario, enfin, vous en parliez tout à l'heure, Ginette et Madeleine, au final, elles ont un peu eu la même réaction quand on leur a proposé d'écrire leur histoire en BD. Elles n'étaient pas très emballées. Oui, c'est vrai. Et du coup, est-ce que, vice-versa, finalement, ce genre de récit en BD, ça ne va pas attirer un nouveau public vers la BD qui, a priori, des gens qui ne vont pas forcément se pencher sur le rayon bande dessinée? C'est une très bonne question. J'ai l'impression que c'est une réflexion que je me suis faite quand on a sorti le premier Madeleine. Et je me suis dit, en fait, on a fait une BD sur Madeleine, mais on aurait fait un livre, donc un documentaire, on aurait fait un essai, on aurait fait des choses comme ça. Ça aurait marché pareil, c'est-à-dire que j'ai pas eu l'impression, au moment de la sortie du Madeleine, que les gens le voient comme une BD. C'est très difficile à expliquer. Il y a toujours ce côté-là, bande dessinée, qui est un peu dénigrant, quoi, quand j'ai fait des BD sur les serial killers, il y a des gens qui ont dit « Ah bah voilà, n'importe quoi, maintenant on fait de la BD sur les serial killers », comme si c'était dénigrant et que ça allait forcément être nul, alors qu'il y a plein de documentaires super nuls là-dessus en plus, mais c'est comme si la BD n'avait pas le droit de traiter des sujets un peu sérieux, et je crois qu'on les a traités d'une manière sérieuse, et pas du tout gore et tout ça, et souvent ça arrive. Mais sur Madeleine, c'est pas du tout arrivé. C'était naturel en fait, parce qu'on a eu vraiment là pour le coup... tous les journalistes des grands journaux de France qui sont venus voir Madeleine, mais aussi parce que c'est une star, c'est une légende dans leur métier, quoi. C'est une tellement grande journaliste qu'ils avaient envie de rencontrer la légende, quoi. Et ils se sont bien fait engueuler pour certains, et c'était bien. Ils étaient contents en plus, donc c'était génial. Mais il y en a un qui a écrit « Ça fait du bien de se faire recadrer par la légende », donc c'était très beau, je le remercie encore. Mais aucun de ces gens nous a dit « Ah, c'est bizarre que vous l'ayez fait en bande dessinée, c'est pas très sérieux ou quoi ». C'est à la fois, je pense que la bande dessinée a pris quand même quelques jalons de sérieux au fur et à mesure, quoi, et qu'en même temps, pour une fois, alors ça arrive de temps en temps, c'était pas un problème que ce soit une BD. Et à la limite, j'ai jamais entendu ce truc « Ah mais quand même, en roman c'est mieux parce que ça laisse une grande place à l'imagination ». Mais là, en fait, il faut pas tellement d'imagination parce que ce qu'il faut, c'est montrer les choses. C'est montrer comment c'était, parce que sinon, on peut s'imaginer n'importe quoi. Et c'est aussi la grande force de la BD, de montrer le Paris de l'époque, d'essayer de le reconstituer, etc. Donc ouais, je pense qu'on a vraiment une chance énorme avec cette série. Déjà, ma première chance, c'est d'avoir rencontré Madeleine et qu'elle m'accepte. Mais après, que cette BD devient un livre, alors c'est complètement ridicule à dire. J'ai ma cousine que j'adore un jour qui m'a dit « Bon alors, quand est-ce que tu fais vraiment un livre ?» J'ai dit « J'en ai déjà fait 50 ». Mais c'est ça, en fait, c'est devenu un livre et c'est une bande dessinée, mais c'est pas un problème, quoi. Et c'est pas tout le temps, hein. Avec Madeleine et puis aussi avec Adieu Birkenau, vous mettez en lumière le parcours de femmes incroyables. Comment vous avez pu tisser des liens de confiance suffisamment forts pour qu'elles acceptent de vraiment se livrer à vous? J'en sais rien, comme ça. C'est difficile à dire. Avec Madeleine, ça a été tout de suite un déclic, quoi, vraiment. Je sais pas, des fois elle me dit ah, je vais quand même remettre le blouson que j'avais le jour où je t'ai rencontré pour la première fois, j'aime bien ce blouson. Donc on sent qu'on a un truc tous les deux, on a 45 ans de différence d'âge, donc, mais il y a un truc qui est pas du tout un rapport de famille, enfin c'est pas ma grand-mère, quoi. C'est pas du tout comme ça. Madeleine, je dis toujours, si j'avais, je sais pas ce que j'aurais fait pendant la guerre, mais si j'avais rencontré Madeleine, j'aurais fait la guerre avec elle, ça j'en suis sûr. Donc il y a vraiment un déclic, quoi. C'est comme si on était copains. Donc, camarades, j'en sais rien, amis, tout ça va ensemble. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Et c'est bien, parce que ça prouve que l'âge n'est qu'une vision externe, en fait, de la chose. Et puis, avec Ginette, c'est Victor Maté qui la connaissait mieux que moi. Et donc, je les ai accompagnés à Birkenau, et je m'entends très bien avec Ginette. Mais la vraie relation qu'elle a plus, c'est avec Victor. Moi, je suis plus extérieur.
au truc. Bon, on se marre bien quand on se voit, on a chanté des chansons ensemble et tout va bien. J'ai pas de problème relationnel, mais c'est plus l'ami de Victor finalement. Dans le documentaire de Pierre Hurel dont on parlait tout à l'heure, Ouais. qui s'appelle Résistante, à un moment donné, Cécile Roy-Tanguy a une phrase assez forte comme ça où elle dit « Les femmes de la résistance, on les a oubliées ». Est-ce qu'aujourd'hui, justement, on tente de réparer cette erreur et est-ce que c'est un peu aussi le sens de votre démarche avec Madeleine et d'une autre façon du côté des femmes déportées avec Adieu Birkenau? Oui, puis avant avec Irena, que j'ai fait chez Glénat, sur Irena Sendler, qui a sauvé 2500 enfants du ghetto de Varsovie, ou Simone Lagrange, qui a été torturée par Klaus Barbie et qui a participé au fait de le faire revenir en France. Oui, bien sûr, mais j'en suis pas conscient quand je le fais. C'est-à-dire, mais j'ai toujours fait des BD avec des héroïnes. Sillage, comme on disait tout à l'heure, l'héroïne, c'est une héroïne, c'est Nevis. Donc, je dirais que je suis né à une époque où j'ai commencé à faire de la BD, à une époque où il y avait deux choix, un héros ou une héroïne. Aujourd'hui, ça a changé. Mais moi, en tout cas, là-dedans, et par rapport à ces époques-là, on est plus dedans. Bon, je prépare un projet sur un homme-femme incroyable qui était un tueur de nazis en Allemagne et qui était en même temps danseur de flamenco, donc une histoire complètement folle, Sylvine Rubinstein. Et là, justement, on traitera aussi de transgenre. Donc ça, c'est vraiment intéressant, je pense. Mais en tout cas, moi, à cette époque-là, j'avais le choix entre un garçon et une fille. Et donc, j'ai beaucoup fait de personnages féminins. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y en avait moins. J'ai toujours essayé de faire des personnages féminins qui ne soient pas des bimbos à gros seins juste pour le look, quoi. J'ai toujours essayé d'en faire des personnages et j'ai toujours eu des lectrices qui, en dédicace en tout cas, venaient me dire qu'elles pouvaient se reconnaître là-dedans. Donc j'ai toujours été rassuré sur ma capacité à écrire des femmes, quoi. En fait, ils ont ressorti ça, j'avais pas fait gaffe que je l'avais dit dans le dernier article du Monde, là, où ils ont été si gentils avec moi. Et je dis que j'ai toujours aimé écrire ce que je suis pas. Ce qui m'intéresse, c'est écrire autre chose, c'est essayer de comprendre les gens, comment ils fonctionnent. Quand j'écris sur les serial killers, je suis pas un serial killer. Enfin, tous les serial killers disent qu'ils n'en sont pas un d'ailleurs, mais moi, j'en suis pas un. Et donc, c'est essayer de comprendre comment ça fonctionne dans la tête des gens et des êtres humains finalement. Donc c'est de l'altérité. Donc mon travail, c'est d'aller chercher justement ce que je suis pas. Si c'était pour écrire ce que je suis, on se ferait vite chier, quoi. Donc voilà, c'est ça aussi, c'est ça mon travail. Ouais. Donc écrire des femmes, pour moi, c'est presque le degré ultime d'écrire autre chose que ce que je suis. C'est intéressant. Comment se profile la suite de Madeleine Résistante ? Est-ce qu'on sait combien de tomes sont prévus ? J'ai dit souvent 7. Dominique dit 8 maintenant. Peut-être monter à 10. Peut-être 9, on verra. Mais il ne faut pas faire l'album de trop, voilà, c'est tout. Il faut voir. Normalement, on a prévu de finir au moment où Raymond Aubrac, en 93, vient la voir en lui disant « Il faut que tu témoignes », parce que je trouvais que ça faisait une belle boucle. Maintenant, elle vit tellement d'aventures encore aujourd'hui qu'il y a peut-être des choses à raconter plus tard. Mais on va dire qu'on ira jusque-là et après, on verra bien. Et je pense que ça fera 7 ou 8 tomes parce que en fait, quand on a signé le premier tome, enfin le premier cycle avec Dupuis, on leur a vendu entre guillemets la résistance, mais nous on voulait continuer déjà avec Dominique dès le début. En fait, on voulait que le premier tome il marche pas trop mal pour pouvoir raconter après sa vie 44, rencontre avec fin 44, avec Éluard, avec Picasso, avec Ho Chi Minh, avec Aragon, Elsa Triolet. Donc ces voyages en Algérie, en Indochine, après au Vietnam, tout ce travail, tout ça, c'est aussi passionnant de sa vie que la résistance. Mais on ne peut pas vendre ça à un éditeur en disant d'emblée, on va en faire 8. Tu ne sais même pas si le premier, il va se vendre à 12 exemplaires. Donc on a été bénis un peu des dieux, et puis aussi par rapport à Madeleine, de réussir à vendre cette série, parce que je me voyais mal arriver devant Madeleine en disant, bon, bah, le premier tome, il ne marche pas, on s'arrête, quoi. Donc ça, on a vraiment eu une chance. On en est conscient, on essaye de faire au mieux pour la suite. Mais oui, si on peut aller au moins jusque-là et raconter au moins jusqu'au moment où Aubrac vient, ça va être génial. Enfin, moi, je connais tout maintenant, donc je sais que tout est génial. Enfin, il y a plein de choses à raconter. Il y a des choses fabuleuses. Là, on travaille sur le 5, comme je disais tout à l'heure. Ça va être. Il n'y a plus de guerre. Enfin, la guerre n'est pas finie, mais Paris est libéré. Il y a tellement de scènes incroyables, de choses à raconter. C'est fou, quoi. Mais d'ailleurs, là, comme ça, je fais le rapprochement, mais vous avez fait aussi pas mal de BD sur des photoreporters, etc. Et en fait,
toute la suite de sa vie, ça va se rapprocher un peu de ce genre de BD. Ouais, il y a des j'imagine, avec correspondances, tout son travail bien sûr. en tant que journaliste, quoi. Bah, ma grande déception, c'est que comme j'ai fait Magnum Génération sur la création de l'agence Magnum, l'agence photographique Magnum, avec Capa, Cartier-Bresson, Chim et d'autres, et Gerda Taro surtout, qui est un personnage très important, je pense, de l'histoire du reportage photographique de guerre, qui sont des gens qui ont donné envie à Madeleine de s'engager politiquement, puisqu'elle a vu leurs photos en 1936 qui paraissaient, eux ils étaient en Espagne, il y a les photos de la guerre d'Espagne et, qui passaient dans Vue et dans Regard, donc elle les a vues, et donc c'est comme ça qu'est née sa conscience aussi politique, donc c'est des gens qui l'ont inspirée. Mais j'aurais espéré qu'elle ait pu rencontrer un jour Robert Capa, et elle l'a jamais rencontré. Mais dans le Paris libéré et tout, ça aurait été génial de faire une scène avec Capa, mais elle l'a pas rencontré, c'est dommage, j'aurais bien aimé. Merci beaucoup Jean-David pour le temps que vous nous avez consacré. Mais c'est un plaisir. On rappelle le titre de vos 2 derniers ouvrages, Madeleine Résistante, tome 2, L'Édredon Rouge, de Madeleine Riffaut, Jean-David Morvan et Dominique Bertaille aux éditions Dupuis. Adieu Birkenau de Jean-David Morvan, Victor Matet, Effa Cesque et Roger aux éditions Albin Michel. Et Manouchian, Jean-David Morvan et Thomas Cherkésian apparaissent donc en février 2024 aux éditions Dupuis. Exact, je ne sais pas qui est ce J.D. Morvan, mais on le voit.